Une des conséquences importantes de la continuité d'une fonction, c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires pour des fonctions réelles. C'est fort probable que vous avez au moins vu l'énoncé de ce théorème-là en première année. Ici, on va revoir l'énoncé, on va en faire la démonstration. Et puis surtout, on va voir une conséquence importante de ce théorème-là dans l'application de trouver des racines d'un polynôme. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, je l'énonce ici. C'est un cas particulier d'un théorème plus général que vous verrez dans le cours d'analyse de troisième année. Et puis qui dit essentiellement qu'il y a une propriété qui s'appelle la connexité qui est préservée par la continuité. Donc, en termes dans ce langage-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les réels? C'est le suivant. Si j'ai une fonction f qui va des réels vers les réels, qui est continue, et puis que je regarde un intervalle fermé dans le domaine de cette fonction-là. Donc, soit que le domaine il peut être AB ou il peut être plus grand qu'AB, mais je m'intéresse à l'intervalle AB fermé. Et puis, je vais supposer que f de A est différent que f de B, donc la valeur au point initial de l'intervalle est différente que la valeur au point final. Alors, quand je prends un nombre y compris entre ces deux valeurs ici, il va y exister un C entre A et B qui est tel que f de C égale y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, sur le petit schéma que j'ai en bas ici? Donc, voici une fonction continue f. F de A est ici, f de B est là. Donc, prenons un y entre f de A et f de B. Donc, supposons que je prends un y ici. Alors, le théorème dit que je suis capable de trouver un point entre A et B tel que la valeur de y est atteinte par ce point-là. Donc, en fait, ici, on voit que, avec le dessin que j'ai donné ici, là, il y en aurait potentiellement trois. Hein? Il y en aurait un ici, il y en aurait un ici, et puis il y en aurait un ici. Donc, le théorème dit qu'il en existe au moins un. Okay? Alors, c'est ce qu'on va montrer. La démonstration, en fait, on utilise de manière très forte la continuité, mais aussi la propriété du suprémum pour les réels. Alors, donc, sans perte de généralité, moi, je vais faire le cas où f de A est plus petit que f de B, alors que j'ai f de A plus petit que f de B. Le cas contraire, il se traite de la manière semblable. Alors, je vous laisserai un exercice, là, mais essentiellement, on renverse des inégalités. Donc, prenons un y quelconque strictement entre f de A et f de B, comme j'ai en mauve ici sur ce diagramme ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un sous-ensemble de AB, que je vais appeler S, puis c'est l'ensemble de tous les x tels que la valeur de f au point x est plus petit ou égal à y. OK, donc allons sur ce dessin ici, juste pour essayer de comprendre à quoi ça ressemblerait. Alors, j'aurais ici que l'ensemble S serait composé de deux morceaux. J'en aurais un morceau ici et j'aurais un morceau ici. Donc, partout dans ces deux morceaux ici, quand j'évalue f, j'ai un nombre qui est inférieur à y. OK? Bon, donc ça serait le S, là, par exemple, dans cet exemple ici. Donc, cet ensemble-là est, je dis qu'il y a deux propriétés. Premièrement, il est non vide. Il est non vide parce que avec cette inégalité ici, ça implique que le point A doit appartenir à S. Hein, puis on le voit bien ici, là, parce que f de A est plus petit que y, le point A doit appartenir à S. Donc cet ensemble-là est non vide. Puis en plus, il est borné supérieurement par B. Pourquoi? Ben parce que c'est un sous-ensemble de l'intervalle AB. Okay? Donc, il est borné supérieurement par B. Alors, le sup de cet ensemble-là existe. On a un ensemble non vide borné supérieurement
par la propriété du suprémum, le sub de cet ensemble-là existe. Et puis, je vais appeler ce suprémum-là, je vais l'appeler C. Donc, dans ce diagramme ici, là, C, il serait ici. Et je vais montrer que F de C doit être égal à Y. Donc, c'est ça que je vais montrer. Ici, je vais montrer que la conclusion du théorème le tient pour cette valeur ici de C. Donc, c'est ça la stratégie, là, à partir de ce point ici. On va montrer que le suprémum est tel que f de c égale y. Comme un exercice, là, montrer ça, c'est vraiment facile, là, mais il faut s'assurer que C là, est dans l'intervalle ouvert AB. Mais ça, c'est assez facile à argumenter là, avec cette inégalité ici. Alors, ce que je vais montrer, donc la stratégie, ça va être de montrer que pour tout epsilon positif, qu'on a la valeur de f de c moins y est plus petit qu'epsilon. On va montrer ceci. Et ça, on va voir, on a vu en fait dans la feuille d'exercice que je vous ai fournie, le numéro 6 nous dit que quand on a cette propriété-là, ça veut dire que la quantité qu'à l'intérieur de la valeur absolue ici doit être 0. C'est-à-dire qu'on doit avoir que y égale f de c. Alors, on va prendre un epsilon plus grand que 0 quelconque. Bon, on a la continuité de f au point C. F est continu partout sur l'intervalle AB, donc en particulier est continu au point C. Donc, il existe un nombre delta positif pour ce epsilon-là, qui est tel que quand la distance entre x et c est plus petite que delta, la distance entre f de x et f de c est plus petite qu'epsilon. Alors ça, c'est la définition de continuité que j'applique ici là, au point C. Bon, juste une petite remarque technique ici. Quand je prends la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours égal à la valeur absolue du négatif de ce nombre-là. Alors, je peux changer l'ordre ici là, de la différence, ça sans changer la quantité de valeur absolue. Et maintenant, je vais lever la valeur absolue de cette inégalité ici pour avoir une double inégalité. Ça veut donc dire que f de c moins f de x plus petit qu'epsilon plus grand que moins epsilon. Et je vais ajouter f de x de chaque côté de cette double inégalité ici. Alors, donc pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert c moins delta, c plus delta, j'ai que f de c est plus grand que f de x moins epsilon, plus petit que f de x plus epsilon. Alors, je mets ça dans un rectangle, je vais y revenir. Alors, on n'a pas encore utilisé le fait que C, c'est le suprémum de S. Parce que C, c'est le suprémum de S, et puis que delta est positif, ça veut donc dire que C moins delta ne peut pas être une borne supérieure de S. Hein, parce que le suprémum, c'est la plus petite borne supérieure de S. Étant donné que C moins delta est plus petit que C, ça veut dire que C moins delta ne peut pas être une borne supérieure de S. Donc, ça veut dire qu'il existe un élément de S, au moins un élément de S qui est plus grand que C moins delta. OK? Mais parce que C c'est une borne supérieure de S et puis que A tilde est dans S, A étoile est dans S, A étoile doit être plus petit que cette borne supérieure ici. OK? Donc, on peut conclure qu'il existe un élément de S, OK, qui est à gauche de C, OK, à droite de C moins delta. OK? Donc, on le voit dans le diagramme ici, ça veut dire ça qu'il y a un élément ici, là, à gauche de C, qui est dans S, dans la partie en mauve. Donc, c'est ça qu'on a écrit ici. Bon. Ben, parce que A étoile satisfait ceci, ben, A étoile satisfait ça. Donc, si je remplace ici X par A étoile, j'ai cette inégalité ici, puis je vais prendre l'inégalité qui est à droite ici. F de C est plus petit que F de A étoile plus epsilon. Et puis, parce que A étoile appartient à S, par définition,
f de a étoile doit être plus petit ou égal à y. C'est comme ça qu'on a défini S. Hein? S, c'est l'ensemble des points dans AB tels que f de x est plus petit ou égal à y. Donc, a étoile appartient à cet ensemble-là. Donc, f de a étoile doit être plus petit que ou égal à y. Donc, c'est ça que je fais ici. Je remplace le f de a étoile par y. Donc, j'ai cette inégalité ici pour f de c. Je l'encadre, je vais y revenir dans 2 instants. Aussi, le point A étoile étoile, que je vais appeler C plus delta sur 2, ben, il appartient à cet intervalle ici, mais n'appartient pas à S. OK? Parce que ce point-là, il est plus grand que C, puis C, c'est la bande supérieure. C'est le suprême de S. C'est une bande supérieure pour S. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que dans l'intervalle que j'ai ici, là, quand je prends le point qui est à mi-chemin entre C et C plus delta, ce point-là, il n'est pas dans S. Il n'est pas dans la partie en mauve ici. Parce que ce point ici appartient à cet intervalle-là, donc appartient à cet intervalle ici, si je prends l'inégalité que j'ai de ce côté ici, puis je remplace x par a étoile étoile, l'inégalité est respectée. Donc, f de c est plus grand que f de a étoile étoile moins epsilon. Puis, parce que a étoile étoile n'appartient pas à S, ça veut dire que f de a étoile étoile doit être plus grand que y. Hein? Parce que S, pour être dans S, il faut que la valeur de f soit plus petit ou égal à y. Fait que si on n'est pas dans S, la valeur de f doit être plus grand que y. Donc, je remplace ici par plus grand. Donc, quand je combine ces deux relations ici, j'ai de un côté f de c plus petit que y moins epsilon avec celle-là. Et puis de l'autre côté, j'ai f de c plus grand que y moins epsilon. Donc, je soustrais y de chaque côté, j'ai ceci. Ça me permet de dire que j'ai la valeur absolue de f de c moins y est plus petit qu'epsilon. Puis ça, c'est vrai. L'argument que je viens de faire là, il est vrai pour tout epsilon positif. Donc, ce que j'ai montré, c'est que pour tout epsilon positif, j'ai cette relation ici. Donc, par l'exercice, la feuille d'exercice numéro 6, ça me permet de dire ce qui est à l'intérieur ici est égal à 0, c'est-à-dire y égale f de c. Et c'est ce qu'on voulait montrer. OK? Alors, donc ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Hein, donc, une conséquence pratique de ça, si je pense que la température à l'extérieur varie de manière continue avec le temps. OK? Alors, si je me réveille le matin et puis il fait 10 degrés Celsius dehors, et puis en après-midi, il fait 25 degrés Celsius dehors, ça veut dire qu'en quelque temps entre le matin et l'après-midi, il y a dû avoir au moins une période où il faisait 20 degrés Celsius ou 15 degrés Celsius. Une autre période où il faisait 15 degrés Celsius. C'est-à-dire que pour passer de 10 degrés à 25 degrés, la température doit prendre toutes les valeurs entre ces deux extrêmes-là. OK? Donc, c'est une application, si on veut, le concret du théorème des valeurs intermédiaires. Corollaire, c'est donc l'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est aussi un intervalle. Donc, l'exemple que je vous promettais, c'est l'exemple suivant. Donc, on a un polynôme ici, f de x égale x à la 5 plus 7x carré plus x moins 1. Bon, on n'est pas capable de trouver les racines de ce polynôme-là avec une formule précise. OK? Donc, je vous laisse vos profs d'algèbre la tâche de vous convaincre de ceci. Cependant, on peut vouloir avoir une racine, la trouver de manière numérique avec un ordinateur. Alors, on aimerait savoir où je peux commencer à chercher pour une racine. Et puis, je lui dis ici, montrer que f possède une racine dans l'intervalle 0,1. Bon, certainement, la fonction f étant un polynôme, f est continu sur 0,1, car c'est un polynôme.
Je peux évaluer f au point 0. Hein, je remplace x égale à 0 ici, puis j'ai moins 1. Je peux remplacer x égale à 1 pour évaluer à l'autre extrême ici. J'ai 1 plus 7, ça fait 8, 9, moins 1 qui fait 8. OK? Donc, étant donné que 0 appartient à l'intervalle moins 1, 8, hein, l'intervalle donné par ces deux, le point initial puis le point final, par le théorème des valeurs intermédiaires, il doit exister un C appartenant à 0, 1 tel que f de C égale à 0. Alors, comment est-ce qu'on implémente ça en pratique? Hein, donc, j'ai montré ici que vous avez 0 et 1. J'ai montré que f est négatif ici, puis que f est positif ici. Donc, sur un ordinateur, ce que vous feriez, donc maintenant, vous êtes garanti qu'il y a une racine entre 0 et 1. Hein, le théorème des valeurs intermédiaires vous le donne. Donc, sur le point de vue pratique, avec un ordinateur, ce que vous feriez, c'est que vous prendriez l'intervalle 0, 1, et puis vous le diviseriez en 2, à 1/2. OK? Et puis, vous évaluez maintenant f à 1/2. Hein? La fonction f est donnée, fait que c'est facile à dire à l'ordinateur, là, calcule-moi cette quantité ici, avec x égale 1/2. Alors, il y a une de trois choses qui va arriver. Si f de 1/2 égale à 0, vous avez tombé sur la racine. Sinon, f de 1/2 est soit positif ou négatif. Alors, supposons que f de 1/2 est négatif. Oups. Supposons que f de 1/2 est négatif. Là, je regarde, encore une fois, par le théorème des valeurs intermédiaires, j'ai une valeur strictement plus petite que 0 ici, strictement plus grande que 0. Alors, il doit exister une racine entre 1/2 et 1. Donc, on a cerné maintenant la racine. Il doit y avoir une racine entre 1/2 et 1. Fait qu'on divise encore par 2. On va ici à 3/4. Puis on fait la même chose. On évalue f à 3/4. Si on a tombé sur la racine, si f de 3/4 égale 0, c'est terminé. Sinon, on a soit plus grand que 0 ou plus petit que 0. Alors, supposons que c'est plus grand que 0. Bien là, encore une fois, on a que la racine doit se trouver ici. Puis on continue comme ça, puis c'est une méthode qui converge très rapidement sur la racine, ça. Okay? Alors, numériquement, là, quand on veut trouver une racine d'un polynôme, on peut implémenter une méthode comme ceci. Et puis, à la base, ce qu'on sert théoriquement pour le motiver, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. OK, alors ça termine cette capsule.